L'évolution est un conte de fées pour adultes. La plupart des scientifiques évolutionnistes pensent avoir un modèle cohérent et plausible. C'est l'exact opposé qui est vrai. En Occident, la théorie de l'évolution est considérée comme vraie et prouvée. Le scénario évolutionniste est pourtant faux et facilement réfutable. La plupart des grandes découvertes et avancées en génétique ont fait reculer la plausibilité du modèle évolutionniste, qui est donc revu et corrigé tous les 10 ans. Un épisode récent de la saga évolutionniste est celui de l'ADN poubelle. Selon cette théorie, 90% de l'ADN humain serait en fait un résidu des millions d'années d'évolution. Il y a encore 20 ans, tout le monde y croyait et c'était très largement défendu par les évolutionnistes. Aujourd'hui, cette théorie est largement abandonnée. On peut très facilement invalider le scénario évolutionniste, à savoir une séparation de la lignée chimpanzé-homme il y a 6 millions d'années. Ce scénario est simplement incompatible avec les données de la science moderne. Bienvenue sur la chaîne Jean Cuivre, on est en 2021, bonne année à tous. On va aujourd'hui parler du problème du temps d'attente, aussi appelé dilemme de Haldane, waiting time en anglais. Donc restez avec nous, ça va être très intéressant. Nous nous appuierons entre autres sur deux études, une publiée en 2008 par deux chercheurs de l'université de Cornell dans l'État de New York, l'autre publiée en 2015 par 4 scientifiques de différents instituts ou universités américaines. On va parler de l'évolution singe-homme, de la relation entre les singes et les hommes. La question est la suivante. De manière réaliste, combien de temps faut-il attendre pour qu'une mutation se fixe ou se généralise sur une population humaine ou hominidée? La notion de fixation est une notion centrale. On a au début 10 000 individus. Combien de générations faudra-t-il attendre pour qu'une mutation qui confère un avantage de reproduction à un individu soit généralisée sur la population finale? C'est assez facile à comprendre. On part de 10 000 individus. Déjà, il faut attendre de nombreuses générations pour qu'une mutation qui donne un avantage de reproduction apparaisse. Ils ont aussi considéré que les autres mutations sont neutres et ne sont pas nocives. Donc il n'y a aucune mutation nocive. On comprend bien qu'à la génération N, au moment où cette mutation est premièrement apparue, nous n'avons pas de population évoluée. Seul un individu a un avantage, les autres sont restés au même stade. Donc il va falloir attendre que la mutation soit transmise à la génération suivante. Dans la mesure où l'espèce est diploïde, un individu ne transmet que 50% de son ADN. Donc seulement un enfant sur deux va recevoir cette mutation. C'est pareil pour la génération suivante. À nouveau, il n'y aura qu'une chance sur deux pour chaque enfant de bénéficier de cette mutation. Donc on voit qu'il y a une probabilité assez importante pour que cette mutation disparaisse après 3 ou 4 générations. Dans ce cas-là, il va falloir attendre à nouveau que cette mutation avantageuse survienne quelque part. Il y aura plusieurs occurrences avant celle qui conduira finalement à la fixation. On comprend bien qu'il faut un temps très important pour que cette mutation se généralise. On peut changer plusieurs variables pour que la fixation survienne plus tôt ou plus tard. La durée de génération, le taux de mutation par génome par génération, la quantité d'individus dans la population de départ, l'avantage de fertilité que confère une mutation, la proportion entre les mutations neutres, bénéfiques et nocives, le pourcentage de présence de l'allèle dans la population finale pour qu'on considère qu'il y a eu fixation. Le but de cette simulation, c'est très simple. On veut savoir si le passage d'une population uniforme de 10 000 individus singes à 10 000 individus hominidés en un temps raisonnable et réaliste. Si oui, combien de temps faudra-t-il attendre? On peut rappeler que l'ADN humain et celui du chimpanzé, c'est environ 3,2 milliards de caractères. On peut supposer que l'ADN d'un ancêtre commun hypothétique faisait à peu près la même taille. Si l'évolution est vraie, il y a eu entre ces 10 000 créatures simiesques et 10 000 hominidés d'une période récente, environ 37 millions de fixations en quelques millions d'années. Pour cette substitution unique, le temps d'attente pour la première instance était de 189 000 ans. Le temps d'attente pour la fixation était de 1,5 million d'années, avec une phase d'amplification de 16 500 ans. Il est intéressant de voir que la mutation est survenue 27 fois avant d'être finalement transmise sur la population.
Il y a peut-être des milliers d'endroits dans l'ADN où un avantage de reproduction peut être obtenu suite à une mutation unitaire. Donc il n'y a pas un seul endroit sur les 3 milliards de caractères. On comprend bien cependant que la généralisation de cette évolution va toujours être très longue, même s'il y a de nombreuses branches qui peuvent potentiellement être empruntées. C'est très simple, imaginez l'espèce Homo sapiens aujourd'hui. 7 milliards d'individus éparpillés sur toute la Terre. Si une mutation bénéfique survient au Japon et fait évoluer un individu, il faudra évidemment attendre des dizaines de millions d'années pour que, génération après génération, sélection naturelle après sélection naturelle, cet avantage soit transmis et l'espèce Homo sapiens ait hérité de ce trait. Le problème du temps d'attente, c'est exactement ça. Imaginez maintenant qu'il faille une combinaison de 2 mutations qui sont codépendantes, donc il faut que ces 2 mutations surviennent pour obtenir le gain, l'avantage de fertilité. La fixation d'une mutation unitaire est difficile à obtenir. Notre simulation montre que la fixation de 2 mutations codépendantes l'est davantage. Il faut environ 84 millions d'années pour la fixation de 2 mutations codépendantes. Nous avons examiné le temps d'attente nécessaire à la fixation d'une paire de mutations. La première désactive un facteur de transcription, la seconde en crée un nouveau. Pour des hominidés avec une population réduite, il faut au moins 100 millions d'années pour obtenir un changement de ce type. Pour des bactéries ou des insectes, on peut obtenir ces fixations beaucoup plus rapidement. C'est parce que le nombre d'individus est beaucoup plus élevé et le temps de génération, lui, est beaucoup plus réduit. Donc, c'est logique. L'exemple le plus célèbre, c'est le parasite Plasmodium falciparum qui a développé une résistance à la chloroquine. Même en augmentant la proportion de mutations bénéfiques par rapport aux mutations nocives, ou alors en augmentant la taille de la population humaine qui aurait évolué en Afrique pendant ces 6 millions d'années qui nous séparent de nos ancêtres singes, même en considérant au départ des milliers de branches d'évolution possibles, on rencontrera toujours un problème qui est plus grand que 1000 monts Everest posés les uns sur les autres. Il y a 3 milliards de caractères dans l'ADN de l'espèce ancêtre commun homme-chimpanzé. Il faut faire évoluer cet ADN mutation par mutation sur une population de 10 000, 20 000 ou 30 000 individus, puis obtenir 10 000, 20 000 ou 30 000 individus d'une autre espèce à peu près homogène. Entre la nouvelle espèce et l'espèce ancêtre commun, il y a 37 millions de différences dans l'ADN. Le problème, c'est celui-ci, c'est que la distance homme et ancêtre commun est gigantesque. Donc soit ça prend un temps infini, soit ça nécessite des scénarios qui sont tous plus surréalistes les uns que les autres. L'un de ces scénarios, c'est celui des milliers de goulots d'étranglement et de couples uniques survivant à des catastrophes très récurrentes. L'autre scénario, c'est celui du miracle. Et il y a beaucoup d'évolutionnistes qui l'écrivent. On a besoin d'un ou de plusieurs miracles pour que l'évolution se soit déroulée. Le scénario des 6 millions d'années est complètement délirant. C'est valable pour la relation entre les hommes et les singes, mais aussi pour l'ensemble du règne animal, particulièrement pour les espèces qui ont un temps de génération long comme 10, 20 ou 30 ans. La distance génétique très importante qui existe entre les familles animales rend le scénario évolutionniste, la macroévolution, complètement fantastique. Il faudrait des milliards de milliards d'années pour obtenir ces familles animales. Les genres animaux ne sont pas apparus suite à une évolution. Les familles animales n'ont pas d'ancêtres communs universels. Le modèle le plus raisonnable est celui de la création, pas celui de l'évolution naturelle. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, les liens des 2 études seront postés dans la description. À bientôt.